L'embrasseur du nuage, The Cloud Kisser. C'est comme ça que les Américains appelaient ce jeune aviateur français natif de l'île de la Réunion. Roland Garros, au péril de sa vie, décollait par tous les temps. Il fallait assurer le dernier spectacle à la mode, le meeting aérien. Mais l'exploit qui le fera entrer dans la légende, c'est la première traversée de la Méditerranée en 8 heures, le 23 septembre 1913. Place Roland-Garros, sous sa statue, dans le café qui porte son nom, ses descendants se souviennent. Moi, j'ai été élevée dans la vénération de Roland-Garros. D'abord par papa, mon père, qui était un fou d'aviation. Dans toutes les familles, enfin dans tous les foyers, il y a eu un garçon qui s'est appelé Roland. Le prénom de Roland, c'était devenu, je dirais presque une garantie de réussite. Et puis c'était un hommage aussi à tout ça. J'avais un grand-oncle qui a failli rejoindre les aviateurs. Et à chaque fois, il me parlait de Garros. Et un jour, on lui a dit, on va à La Réunion. Et il a dit, ah, La Réunion, le pays de Garros. Ça, pour lui, c'était le pays de Garros. Tout jeune enfant, Roland Garros quittera sa terre natale. Après quelques années passées en Indochine, il rejoint Paris pour poursuivre ses études. En 1908, Garros a 20 ans. Paris est alors la ville lumière qui attire tous les inventeurs et les créateurs. Depuis 10 ans, les merveilleux fous volants et autres sauteurs de tours font de la France le berceau de l'aviation. On décolle de quelques centimètres, on fait des sauts de puce, on rase les pâquerettes, mais à chaque fois, c'est le même engouement. La griserie est contagieuse, et souvent ce sont des familles entières qui engagent leur vie dans l'aventure. Les frères voisins mettent au point un biplan qui fera date. Les frères Farman leur passent commande. À force d'entraînement, ils améliorent l'appareil. Comme les bateaux, les avions sont souvent baptisés du nom d'une femme. Ici, l'Antoinette, magnifique carlingue d'acajou avec laquelle Latham allait tenter la traversée de la Manche. Entré dans la course dès 1901, Louis Blériot trouvera avec son 8e appareil l'avion idéal. La foule accourt pour acclamer ses héros. Porté par cette ambiance d'euphorie, le jeune Garros achète son premier avion, une demoiselle ultra légère de bambou et de soie. Il passera très vite son brevet de pilote et commencera sa carrière d'aviateur. Comme certains de ses confrères, c'est par l'automobile naissante que Garros est venu à l'aviation. À 20 ans à peine, il ouvre une concession d'automobile Grégoire, avenue de la Grande Armée à Paris. Catherine Monory est faite de la même étoffe que les héros des premiers temps. Cette double championne du monde de voltige aérienne nous ouvre les portes de son musée. J'ai tendance à me sentir l'héritière de tous ces formidables pionniers dans le musée. Parce que c'est absolument extraordinaire l'ambiance qu'il y a à cette époque-là, l'émulation. Il y a là-dedans l'esprit des pionniers, l'esprit explorateur qui est l'esprit humain qui fait qu'on va toujours aux limites de ce qu'on est capable de faire. À ce moment-là, ils ont les avions les plus extraordinaires. Ils sont au top de ce qu'on peut avoir de performant.
On essaie de battre les records parce qu'on a le meilleur avion possible, la meilleure préparation. Roland Garros va partir, lui, faire voler avec le Cirque Moisan. Il a 22 ans. Ça va lui donner une expérience extraordinaire. Tous les jours, il va pouvoir voler. Il va apprendre à naviguer. Il va apprendre à piloter de mieux en mieux, à faire de la voltige. Cet homme a consacré une bonne partie de sa vie à reconstituer la brève et fulgurante carrière de son illustre aïeul. Il redécouvre les albums de famille déposés au musée. Instinctivement, Garros a tout de suite compris, a assimilé le pilotage immédiatement. Et John Moisan organise avec son frère Albert la première tournée d'un cirque aéronautique aux États-Unis. Il a 3 heures de vol quand il est engagé pour les États-Unis. Il a suffi qu'il regarde, qu'il se présente, et il a été immédiatement engagé pour aller concourir contre les meilleurs pilotes du monde. En fait, il avait un avion qui était plutôt une mobilette par rapport aux Formule 1 qui étaient les Blériot, les Voisins, les Antoinette et tous ces machins-là. Pendant 6 mois aux États-Unis, tous les jours, il volait 2, 3, 4 fois. Il faisait 2, 3, 4 vols. Ça vous forme quand même. Sur ce terrain d'aviation connu dans le monde entier se retrouvent les passionnés de vieilles machines volantes. C'est la grand-messe de l'aviation de la Ferté-Alais. La Ferté, c'est une histoire de famille. Le créateur du meeting était un contemporain de Garros, Jean-Baptiste Salis. Ses descendants sont tous aviateurs, et Baptiste, l'un de ses petits-fils, est le digne héritier de cette passion aéronautique. Voilà, effectivement, aujourd'hui, vous avez pu voir un panel un petit peu historique de l'aviation, et notamment dans la technique. Donc, du coup, ça sous-entend forcément un pilotage très différent. Les avions, on a une affection particulière en fonction de leur histoire et pas forcément que de leur performance. Pour moi, c'était une évidence parce que, étant natif d'ici et habitant vraiment sur le site et l'aérodrome, voilà, la seule attraction, c'était les avions, et quelle belle attraction. Donc, mon fils va grandir dans les mêmes conditions que moi. J'espère que ça va lui plaire également. Depuis l'époque de Garros et du mythique cirque Moisan, qui sillonnait les États-Unis, le spectacle aéronautique est assuré par un petit club international de voltigeurs, dont font partie Baptiste Salis et Catherine Monory. Alors moi déjà, je me suis appuyée sur mon papa, parce que à l'âge de 8 ans, il m'a emmené voler, son instructeur faisait de la voltige aérienne, donc j'ai adoré ça. J'ai tout de suite su que c'était ma voie, mon truc à moi. Quand on apprend à piloter, on apprend beaucoup de choses en quelques heures. En fait, en 5 heures, la première fois que j'ai volé seul, j'avais 5 heures de vol et 15 ans. Donc, c'est un apprentissage à une vitesse extrême. Et puis ensuite, j'ai progressé de plus en plus doucement. Je crois que le souvenir le plus marquant que j'ai de l'aviation, c'est certainement mon lâcher. Je me souviens tout d'un coup que devant moi, il y avait la liberté, le monde des adultes. En quelques secondes, on dit c'est bien gentil, mais il va falloir rentrer et il n'y a plus personne qui pourra m'aider. La collection de la Ferté est riche de dizaines d'appareils, dont des avions très anciens restaurés, comme ce Blériot 11. Jean-Pierre Lafille aux commandes
est l'un des 2 ou 3 pilotes au monde à pouvoir voler sur cette machine, identique à celle avec laquelle Blériot traversa la Manche en 1908. C'est aussi l'appareil des premiers records de Garros. Le Morane Saulnier H, sur lequel il deviendra plus tard le champion des champions, en est le descendant direct. Il fut un temps où il volait sur les 2 types de machines. Et il était rentré, rentré vraiment à 100% chez Blériot, mais il travaillait beaucoup pour Blériot. Et il a battu pas mal de records d'altitude en particulier sur Blériot. Blériot ne dessinait pas ses avions tout seul, en fait il avait un ingénieur. Et là, l'ingénieur de cet avion-là, il s'appelle Saulnier. Et quand les frères Morane ont acheté un Blériot, eh ben, ils ont proposé à l'ingénieur qui l'avait dessiné de l'engager comme ingénieur, tout simplement. Saulnier a supprimé tous ces petits défauts de traînée. Et en plus, il avait affiné le fuselage, il l'avait entoilé complètement. Et tout ça, ben, ça augmentait considérablement la vitesse maximum de l'avion. Donc, c'est le même monsieur qui a dessiné les Blériot et les Morane. Ce Morane Saulnier H a été fabriqué en 1988 par l'amical Jean-Baptiste Salis pour le centenaire de la naissance de Roland-Garros. C'est sur un avion similaire que Garros traversa la Méditerranée en 1913. À l'occasion du centenaire de cet exploit, d'autres passionnés tentent de réaliser une nouvelle réplique de cet avion. Ok Thomas, on va soulever la caisse. C'est un grand jour pour Réplicaire. La pièce majeure vient d'arriver de Nouvelle-Zélande. Un moteur avec son hélice de bois. L'association, composée de jeunes ingénieurs de l'aéronautique toulousaine, utilise des techniques et des matériaux ultramodernes pour faire un avion très ressemblant au Morane H, mais plus sécurisé. Voilà, c'est bon. Ok, donc celui-là, il faut le remettre. On va le mettre. Le Morane, parce qu'en fait, il correspond parfaitement au cahier des charges qu'on s'était fixé quand on a voulu lancer le projet. On voulait faire un projet aéronautique intéressant. Bon, il faudra enlever tout ça. Et puis on s'est dit que ce serait bien de reconstruire un avion ancien parce que c'est des techniques de construction assez simples, qui sont assez simples à mettre en œuvre en tout cas, par des amateurs. Attends. Tous ceux qui ont participé à la construction, on a fait signer. C'est la seule pièce de l'avion qui sera signée par tous les membres qui ont participé. Un avion qui soit représentatif d'une période donnée, un avion sain, parce que le but c'est pas d'aller se tuer avec, donc un avion qui soit relativement sain et réputé comme tel. Et voilà. Et alors il y avait une petite prérequis de plus qu'on a ajouté et que finalement on va pouvoir tenir mais qui n'était pas gagné, qui était que potentiellement ça puisse être passé un hydravion. Et donc le Morane Saulnier, c'est le candidat parfait parce qu'il était piloté par Garros, que tout le monde connaît le nom Garros, mais peu de gens savaient qu'est-ce qu'il a réellement fait. Donc ça c'était intéressant du point de vue historique. Alors la structure là c'est la structure définitive de l'avion. Là on a collé le plancher définitivement sur le longeron, donc ça c'est figé. Donc en fait c'est une des premières étapes qui permet vraiment de rigidifier le fuselage. Donc là si on a une boîte ici là rigide avec le bâti, le plancher, donc on essaie d'y mettre le manche par-dessus. Ouais. Allez c'est parti. Donc celui-là comme ça. Tout ce qui est technique de construction a été respecté, les dimensions sont respectées, l'ultra-majorité des pièces ont été refaites à partir des plans d'origine et donc respectent l'idée générale. Au-delà de la reconstitution d'un avion, leur ambition est de réussir à leur tour le même exploit que Roland-Garros, presque dans les mêmes conditions.
Ça reste quand même un vol de plus de 8 heures sur un avion de conception 1912. Donc même si on a la sécurité accrue du haut moteur, ça reste quand même un gros challenge. Et donc ce sera une belle épopée. En 1909, un grand meeting se tient à Reims. Il scelle le destin du jeune Garros qui n'est alors qu'un simple spectateur. Littéralement fasciné, il décide de devenir pilote à tout prix. 90 km/h, 150 mètres d'altitude, 180 km d'endurance. Pendant une semaine, presque chaque heure, un nouveau record est établi. Ensuite est arrivé donc ce meeting extraordinaire de Reims qui a attiré plus de 800 000 personnes. 800 000 personnes à cette époque-là, c'était très lourd à déplacer. Et la SNCF a construit une gare provisoire pour que les gens viennent voir voler les avions. Ça a eu un succès extraordinaire et une renommée. Lorsqu'on lit les journaux de l'époque, je ne sais pas quel est l'événement actuel qui aurait eu autant de succès, mais ça a été tout à fait merveilleux. Les débuts de l'aviation ont été vitaminés, si on peut dire comme ça, par Arcadéon et Dodge de la Meurthe, qui sont deux mécènes qui couronnaient chaque record de primes en argent. Henri était pilote et constructeur d'avions, ou alors constructeur d'avions et pilote. Et Roland Garros était un pilote extraordinaire, mais il n'a pas construit d'avion. L'aviation devient un spectacle très populaire où se croisent ouvriers et bourgeois. La presse, qui tient avec ce nouveau sport un grand feuilleton à rebondissement, organise, finance et récompense à grands prix, raids et meetings. Une compétition amicale mais féroce s'est instaurée entre les principales figures de l'aviation. Védrine, aussi hâbleur que Garros est réservé, le devance au Paris-Madrid. Et plus tard, Pégou, le magnifique, qui ose tout, effectue le premier looping, une boucle complète, la première figure de voltige que Garros lui jalouse. Garros est pourtant l'un des compétiteurs les plus redoutables. Il remporte coup sur coup des records d'altitude et de distance. Son orgueil le pousse à battre ses concurrents sur leur propre machine qu'il rachète. En 1912, 3 ans après le meeting de Reims, Garros se retrouve la vedette du circuit d'Anjou qu'il remporte, un raid de 1000 km reliant Angers, Cholet et Saumur. C'est à l'issue du circuit d'Anjou que Garros reçoit le titre de champion des champions. Lui qui a été jusque-là un peu ridiculisé par la presse sous le nom de l'Éternel Second, il devient le champion des champions parce que il est le seul à avoir volé à cause du temps mauvais. Garros pilote un Blériot 50 chevaux, ce qui le ridiculise par rapport à tous les autres qui ont des avions 2 fois ou 3 fois plus puissants. Pour lui, ce n'est pas le pilote qui est rapide et qui fait des galipettes au-dessus d'un stade qui est intéressant, c'est celui qui monte le plus haut et qui va le plus loin. L'altitude demandait des appareils plus solides, plus fiables. Il a professé ses vérités pendant un certain temps avant de lui-même tomber dans le gouffre de la vitesse. Si l'on a pu battre des records, aller plus haut, plus vite, voler plus longtemps, c'est grâce à l'inattendu Gustave Eiffel. À 70 ans, il invente une soufflerie qui va révolutionner l'aérodynamique. Voilà, là vous avez Eiffel dans la soufflerie avec l'avion en test. Et ils ont tâtonné et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'accidents au départ.
parce qu'on ne comprenait pas le fonctionnement d'un avion. Et Eiffel, quand il a fait les premiers essais, il a vu que l'aile est aspirée 2 fois plus vers le ciel que poussée par le bas. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde est venu pour faire des essais. Tous les constructeurs sont venus, et c'est pour ça que vous avez des carnets d'essais pleins de Morane, de Blériot, de Farman, de Nieuport, un peu de tout. Tous ces essais-là, il les a réduits et les a publiés en 1912. Voilà, le Morane-Saulnier, le monoplan, mais il a déjà calculé ici à la vitesse qu'il monte. Et là, ils disent en 5 minutes. Mais il monte à 500 mètres. Voilà. La construction de cette réplique demande de marier les savoirs traditionnels aux technologies les plus avancées, utilisées pour la fabrication des Airbus et des fusées. Ouais, d'accord. Ça c'est pour les ailes. Comme ça on est sûr que ça tient. Mais c'est pas très loin. On a eu l'immense chance de se rendre compte qu'en fait cet avion-là avait été soufflé en 1915 par Gustave Eiffel et ses équipes à la soufflerie d'Auteuil. Donc ça nous a permis en fait de récupérer les données d'origine ou les données de soufflerie, les résultats d'essai. Donc ce qui était inespéré pour un avion aussi ancien. Si on mesure donc le deuxième auban, qui va donc du pylône supérieur ici, jusqu'au milieu de l'aile. Pour moi c'est là que ça passe. Une aile vient d'être livrée. Il va falloir tendre les câbles pour la rigidifier. Poncer la structure en bois avant de commencer l'entoilage. On passe à travers l'aile. Niels est un voltigeur reconnu. C'est à ce titre qu'il aura le privilège d'être le premier à voler sur cet avion dont il soigne jalousement chaque détail. On comprend pourquoi. On essaie de faire le moins de prix possible. Aujourd'hui, les avions ne sont plus faits de bois et de toile. Mais l'entoilage reste un artisanat délicat dont Anaïs reçoit les premiers rudiments par Adrien venu en renfort. Là, tu vois, c'est un peu biillé là. Tu vois, Et alors tu vois, au niveau du recouvrement, on viendra un petit peu en dessous de l'axe. D'accord, il faut faire la même arrêt de l'autre côté. Mais pas trop loin. Délicatement. Tu le prends de ton côté Je vais peut-être le prendre tout seul. Tu vas le rattraper de l'autre côté. Tout ce qu'on contacte avec l'emballage. Là, on est trop haut quand même. Et là, tu es embuté sur le bas du... Ouais, mais attends, le pare-feu n'est pas percé. On ne peut pas l'enfoncer. Donc on ne sait pas exactement... L'original pouvait se convertir en hydravion. Et cette réplique? Et j'espère bien, oui. Avec des flotteurs en bois. Comme à l'origine, parce que il y avait une version du Morane qui était hydro, donc avec des flotteurs en bois, et on compte refaire la même chose quand il aura traversé la Méditerranée, c'est-à-dire l'année prochaine, au moins en 2014, si tout va bien. On est bon. Nickel. Pour lui, l'appareil idéal était celui qui était fiable. Et l'appareil rapide n'était pas encore suffisamment fiable. Garros rencontre Morane et Saulnier qui lui présentent le Morane H. Et il l'essaye. Garros atterrit, il lui dit « Ah oui, il est beaucoup trop lourd et il est beaucoup trop rapide. Si vous voulez me revoir, vous réduisez sa vitesse et vous réduisez surtout son poids. » On trouve toujours le moyen d'alléger un avion en enlevant une pièce qui paraît essentielle alors qu'elle peut très bien, on peut très bien s'en passer. Morane et Saulnier reviennent lui présenter le Morane arrangé selon ses goûts. Et après l'essai, Garros dit aux deux hommes, écoutez, moi je suis prêt à travailler pour vous si ça vous intéresse. À partir de cela,
il est nommé, enfin il est devenu le premier pilote d'essai de Morane-Saulnier. Garros s'inscrit dans la lignée des voisins Blériot, Farman, Santos, Adair, tous ceux qui, constructeurs, pilotes, mécaniciens, ont repoussé les limites du possible pour mieux voler, atterrir et même se poser sur l'eau. Dans une course effrénée, Garros et Le Gagneux franchissent à tour de rôle 3, 4, 5000 et bientôt 6000 mètres. Les commandes de vol sont synchronisées en 2 instruments, le manche à balai et le palonnier, qui équiperont désormais tous les appareils. Les pilotes sont sollicités en permanence par les constructeurs qui se disputent la notoriété et les nouveaux débouchés à venir. Leurs contrats sont mirobolants, ils les poussent à prendre tous les risques. Dans son contrat sont prévus 2 exploits correspondant à un record d'altitude. Alors le premier, c'est le record d'altitude qu'il va battre à Tunis. Le deuxième, c'est le vol Tunis-Rome qu'il fait avec ce même Morane H. Je crois que c'est à partir de là qu'il pense à la traversée de la Méditerranée, de la côte nord à la Tunisie. Garros avait accumulé les titres. Il était devenu le champion des champions, le chouchou de la presse et l'ami des futuristes et des symbolistes, séduit par ce jeune homme élégant et discret auquel tout semblait réussir. Jean Cocteau a écrit sur Garros, dessiné Garros et volé avec lui. Mais Garros voulait marquer les esprits par un grand exploit qui donnerait à l'aviation toute sa dimension. Dans le plus grand secret, il conçoit le projet de traverser la Méditerranée. 4 ans plus tôt, il y a eu cet exploit remarquable, la première traversée de la Manche, ce qui représente une trentaine de minutes et une quarantaine de kilomètres. Quatre ans seulement, ce que va tenter Garros, c'est presque 800 kilomètres et 7h53 en fait, 7h53 de vol au-dessus de la mer. Il ne faut pas oublier que le moteur de Blériot était tout juste capable de décoller la machine avec 30 litres d'essence, alors que en 1913, les avions étaient capables de décoller avec à peu près 200 litres de carburant et 50 litres d'huile. Dès le plus jeune âge, j'ai souvent rêvé qu'il m'était donné de voler, sans machine, avec les seules ressources de mon corps. J'arrivais sur l'obstacle, porté, poussé par des forces inconnues et par un dédoublement que j'avais éprouvé maintes fois. Je me regardais passer comme si c'était un autre. Dans les moments ingrats de l'engourdissement matinal, j'avais pensé aux impressions du condamné qu'on mène à l'échafaud. Ces dernières heures avaient un goût rare. Je me voyais suivre ma destinée. Roland Garros, ça va partir dans des conditions où les chances de réussite sont assez minces en fait. Et j'aime beaucoup quand il raconte qu'il se sent légèrement dédoublé quand il part. Il y a une part de lui-même qui y va sans problème. Une part qui dit, s'il jouait à la roulette russe, ce serait presque pareil. Mais il y va.
Dépassant les brumes, j'arrivais vers 1000 mètres, dans les régions limpides. Déjà guère plus de 20 minutes que j'étais en route. La première heure passait si heureuse que mes sensations d'abord aiguës s'adoucissaient. Tout me chantait confiance. Le calme environnant, le bourdonnement égal du moteur, le glissement doux des ailes dans l'air frais. Finalement, tout se passe bien. Tout va bien. Il y a d'abord une espèce de soulagement. Ouf, tout va bien. Tout d'un coup, paf, un horrible bruit. J'imagine tellement l'angoisse, je pense, qui traverse tellement tout le corps. Il est pétrifié. Soudain, un éclatement sinistre de métal brisé. Un ébranlement de tout l'appareil. La tôle était percée. Il en sortait des gouttes d'huile noire que le vent me jetait à la figure. Cependant, le moteur continuait à tourner avec un cognement régulier qui se répercutait dans tout mon corps. Je me sens perdu. Mais les angoisses trop fortes s'atténuent vite. J'avais réduit au maximum l'allure du moteur. L'appareil semblait arrêté dans l'espace. D'instinct, j'avais visé la Terre. Elle était à 1 heure de vol. J'arrivais en vue d'Ajaccio. En fait, tout va très mal. Ça ne peut pas aller bien. Un trou dans le capot, des vibrations horribles, de l'huile qui sort. Normalement, c'est perdu. C'est cette pièce, c'est l'une de ces deux-là, échappement ou admission. Hein. Il y a une goupille ici qui a dû partir. Le chapeau, là, s'est dévissé et c'est parti. Mais comme c'est la force centrifuge qui tient la soupape, en fait, il n'y avait pas de danger pendant le vol. Je m'habituais à cette terrible trépidation. Ce moteur qui marche depuis 5 heures avec une pièce en moins. Atterrir serait mutiler cette traversée. Abîmer un rêve. Je n'oublierai jamais ce moment d'hésitation. Nouvelle alerte. Un clic de rupture d'une netteté lugubre dans cette solitude. Mon cœur se contracta. C'était une impression étrange de penser que peut-être j'allais disparaître. Pourquoi? Par luxe. Pour vivre une jolie aventure, quitte à en mourir. Il y a tout pour s'arrêter. Il y a vraiment tout pour s'arrêter. Et puis, son sens de la compétition, son envie de gagner, va faire que, il va tenter le coup quand même. Il tente le coup. Et je comprends tellement quand il m'est sauvé, quand il aperçoit les 3 bateaux qui vont faire que maintenant, il va plus mourir. Tout d'un coup, il le sait, alors que jusque-là, quelque part, il est prêt à accepter ça pour cette réussite-là. C'était quand même très gonflé. Et ma foi, il y a très peu de gens qui auraient osé faire ça. Garros était un monsieur qui osait. Ça lui a pas toujours réussi, mais en général, oui. 3 torpilleurs. Sauvés. Sauvés. Je coupais l'allumage et plongeais en spirale dans les nuages. Les torpilleurs grossirent. Ils avançaient de front à toute vapeur vers Cagliari et ne me voyaient pas. Ils s'arrêtèrent enfin. Je m'efforçais de remettre mon moteur en marche. Ce fut pénible. J'échappais de justesse à un bain ridicule et poursuivi par mes 3 convoyeurs, je repris la route de Bizerte que leur sillage avait tracée sur l'eau. Attendu à Tunis, il atterrit à Bizerte. Là, un soldat lui demande d'où il vient. « De France », répond-il. De retour à Paris, il est accueilli en héros. L'homme discret et timide est propulsé sur le devant de la scène. Son exploit a un retentissement international. Mais Garros garde la tête froide et 5 jours plus tard, on le retrouve au meeting de Reims, puis en compétition sur les lacs italiens. C'est un jour particulier pour Baptiste. Il fait décoller le Morane H pour un vol préparatoire à une mission très spéciale, la prise en main du nouvel avion de répliquaire en vue de la traversée anniversaire. Oui, j'ai vu l'avion, je fais partie des discussions depuis presque le début de ce projet au point de répliquaire, puisque à la base, moi-même était parti sur un projet pour ce centenaire. Effectivement, j'essaye de les suivre, pas forcément d'une manière concrète à travailler sur l'avion, puisque on m'a fait l'honneur de me pressentir comme pilote, donc voilà. Techniquement, c'est déjà une vraie aventure. Après, physiquement, effectivement, se retrouver pendant 7 heures quasiment au-dessus de l'eau, c'est pas forcément une activité simple. Et puis 7 heures de vol dans un petit avion à tête découverte,
physiquement, il va falloir les tenir, monter en altitude, les températures qui vont changer. Vous voyez, un soleil qui peut être un peu perspicace et vous abîmer un peu les yeux. C'est une vraie aventure, c'est un challenge. Alors nous, on a la chance de savoir que tout sera mis en place pour que ce soit possible et on sait que c'est possible puisque Roland Garros l'a fait. Donc nous, on ne part pas dans l'inconnu du complet, mais ça va sans doute rester une épreuve, une véritable épreuve quand même. C'est pendant le Salon du Bourget que le Morane de Répliquaire est exposé au public. Dans la célèbre salle des 8 colonnes, restaurée à l'occasion du centenaire de la traversée, il côtoie le Morane original à bord duquel Garros accomplit son exploit. Comment quoi? Le fait d'avoir Baptiste Salis dans l'équipe, c'est un plus parce que ça permet d'avoir tout le recul que Baptiste et sa famille et la Ferté-Alais peuvent avoir sur la version ancienne. On va imaginer qu'on se retrouve juste aujourd'hui, comme par hasard, au musée de l'air entre deux avions qui ont une très grande similitude puisqu'ils sont censés être frères. Donc on n'est pas juste là aujourd'hui à faire une comparaison, on en est juste à vérifier si on a bien appris ou si on n'a pas oublié des petites choses, des petits détails, puisque maintenant, voilà, on a beau voir 10 fois la pièce, finalement il manque un petit truc. C'est un ferreur d'âge, quoi. Mais par contre, tu as vu, la ferreur, elle a les pattes, elle est prise en sandwich. Tout à fait, comme c'est ça, pareil. Hein, et elle reprend là-haut. Ouais. 6 mois après la traversée de la Méditerranée, la Grande Guerre éclate. L'aviation militaire n'est pas encore née, il faut la créer de toutes pièces. Dès lors, les progrès sont foudroyants et révolutionnent la jeune industrie aéronautique. Le Morane H, celui de la traversée, se métamorphose en Morane L, dit parasol. Les ailes sont surélevées au-dessus du pilote, qui pourra dorénavant actionner une mitrailleuse. Il est fabriqué en grande série. Roland Garros va faire une guerre évidemment très motivée, puisque comme il vient de la Réunion, il ne serait pas obligé de s'engager. Les aviateurs de la première guerre viennent presque tous de la cavalerie. Parce que, encore plus à cette époque que maintenant, chaque avion a une personnalité. Et surtout, il y a une espèce d'osmose entre le pilote et sa machine qui vont faire corps. Vous êtes le maître, mais vous devez tenir compte de ce que vous dit l'avion. L'avion prévient. Il y a un duo pilote-avion, comme il y a un duo cavalier-cheval. C'était des anciens copains, des gens qui faisaient les compétitions ensemble, qui faisaient le Tour d'Europe, qui ont fait plein de compétitions à Reims, un peu partout. Ils étaient copains, ils se retrouvaient face à face, ils se tiraient dessus. Donc il y avait forcément un reste d'amitié et un esprit chevaleresque quasi automatique. Cet esprit chevaleresque poussait les premiers combattants du ciel à revenir par les airs jeter des couronnes sur les dépouilles des pilotes amis qu'ils venaient d'abattre. Pégou, l'homme du premier looping, reçut cet honneur. Les premiers avions de reconnaissance, les gars emmenaient des revolvers. Modèle 92, s'il te plaît. Hein. Et puis, ils se tiraillaient un peu. Bah oui, c'était surtout pour se défendre s'ils tombaient en panne chez l'ennemi. Puis après, ils ont emmené des fusils. Puis après, les Farman et les voisins avaient des mitrailleuses à l'avant, le pilote étant à l'arrière. Et puis un jour, suite aux essais de Saunier et avec Roland Garros d'ailleurs, ils ont fait le tir dans l'axe. Garros, il avait des pales blindées, lui. C'est-à-dire, il tirait, il y avait de temps en temps une balle qui tapait dans la pale, mais la pale était blindée. Il y avait un système assez ingénieux, d'ailleurs, qui permettait de ne pas faire de trous dans la pale. Ça lui a permis 3 victoires coup sur coup, pratiquement. Les Allemands étant un petit peu paniqués, parce que d'habitude, les gens qui se tiraient dessus, ils étaient côte à côte et ils se tiraient dessus latéralement. Et là, ils voyaient un avion arriver et brusquement, il y avait l'hélice qui leur tirait dessus. Ils étaient un peu étonnés.
malheureusement, il est abattu, il tombe en panne d'ailleurs, et il tombe dans les lignes ennemies. Il n'a pas le temps de détruire son avion, donc son invention va être reprise par Fokker et redéveloppée, et elle va beaucoup servir au développement de la guerre. Il va être 3 ans prisonnier, ce qui est long, et bien sûr il essaie de s'échapper autant qu'il peut, mais il n'y arrivera que 3 ans après. Et après on essaie, puisqu'il est si inventif, si passionnant de le garder derrière les lignes pour qu'il donne des tas de conseils, mais il veut voler. C'est un aviateur dans l'âme, il va retourner au combat, avec 3 ans quand même, qui l'ont affaibli, un peu rendu malade, et sa vue a beaucoup baissé, et il a perdu l'entraînement, ça va être beaucoup plus difficile pour lui, et malheureusement, il va être abattu, mais il aura fait preuve d'un courage et d'une motivation absolument extraordinaire durant toute cette guerre. Les circonstances de la mort de Garros restent un mystère. Que s'est-il passé ce 5 octobre 1918 dans le ciel des Ardennes? Plusieurs versions circulent. L'aviation avait considérablement évolué entre la chute de Garros, il a dû se planter sur Morane N, et il s'est retrouvé sur Spad. C'était plus du tout ni le même avion, ni la même aviation. Le Spad, on avait beaucoup moins de visibilité, c'était un avion beaucoup plus lourd, c'était pas le même avion. Il a terminé sur un avion de ce type. Ouais. C'est le plus vieux Spad 13 connu, et c'est le seul qui vole. Alors je parle au niveau mondial, hein, donc c'est quand même assez exceptionnel d'avoir cette machine-là. Après donc on a un moteur d'origine, qui est un V8 Hispano-Suiza de 220 chevaux, avec une vitesse de pointe maximum de 220 km/h en palier. Mais l'avion était capable d'atteindre 450 km/h. C'était d'ailleurs une des manœuvres d'esquive qui était utilisée par les pilotes de Spad pour distancer leurs adversaires allemands, quoi, qui n'étaient pas en mesure de les suivre. Donc 450 km/h pour une machine de cette époque-là, ça montre aussi la robustesse de la cellule. Même sa mort va participer du développement de l'histoire de l'aviation. Parce qu'en fait, son avion explose. C'est-à-dire que son avion casse. Beaucoup d'avions ont tendance à casser en vol comme ça parce que on tire dessus, on prend des facteurs de charge. Il fait de la voltige avec, il tire et l'avion souffre. Vous allez prendre 5G, c'est-à-dire que vous pesez 5 fois votre poids et l'avion, s'il pèse 150 kg, eh bien, il va en peser 600 ou quelque chose comme ça. Il semblerait, mais on n'en est pas absolument certain, qu'il a eu un problème de mitrailleuse et que la mitrailleuse ait coupé une pale. À partir de ce moment-là, vous coupez une pale d'un avion, la vibration est telle que le moteur tombe. Hein. À ce moment-là, le pilote peut se considérer comme mort dans les quelques secondes qui vont suivre. Il n'a pas été abattu par faute de pilotage, hein. C'est vraiment un fait de guerre. Simplement un coup au but qui a tout touché le réservoir. Le réservoir principal est juste en dessous du pilote. Donc imaginez un impact qui arrive là, ça peut être fatal, hein. Ça peut provoquer sur un réservoir qui n'est pas complètement rempli. Donc il y a des gaz à l'intérieur, ça peut générer une explosion qui va détruire. À l'endroit où est placé le réservoir, on détruit l'avion. Hein. Mort pour la patrie la veille même de ses 30 ans, quelques jours avant l'armistice. Le culte de ses reliques alimentera un mythe national autour de cette figure atypique, souvent insaisissable et si mal connue. Une statue sera inaugurée aux Champs-Élysées en 1925, et c'est cette même statue qui rejoindra la Réunion un an plus tard. Là-bas, face à la mer, l'aviateur adulé devient l'emblème de Saint-Denis. C'est l'heure de vérité pour Réplicaire. Le Morane est enfin prêt pour son premier vol d'essai. Là, en fait, nous avons vraiment notre travail sur le train d'atterrissage parce que lors du premier roulage, on s'est rendu compte qu'on avait une petite faiblesse sur le train d'atterrissage. Dans l'autre sens, tout au bout, d'accord.
quoi, tu roules jusque là-haut, tu t'obligé de coder encore. On tourne, on est tous contents, on se... Christophe et Niels, les deux pilotes, prennent leur marque. L'avion prend son élan sur l'herbe. Dès qu'il a décollé, on reconnaît la touche Morane-Saulnier, son élégance, sa légèreté. Il semble parfaitement équilibré. Ce petit tour d'un quart d'heure à basse altitude se déroule comme dans un rêve ancien, redevenu réalité presque 100 ans après. Bravo Christophe. Bravo les gars. Bravo Romain. Bravo toi. C'est le moment du débriefing. Toute l'équipe est réunie pour partager les premières impressions du pilote et évaluer l'état de l'avion. Le trail a tenu, le renforcement était avec un grand succès, la suspension idéale, on a vu que ça bouge très peu, mais ce qu'on a, vraiment, elle est bien réglée maintenant. C'est donc le premier vol hier soir, et donc on a pu on a compris aujourd'hui tout ce qui s'est passé hier. On a tout compris pourquoi ça s'est passé hier comme ça. Donc on a corrigé ça. Donc là, donc on a deuxième vol d'essai. Donc je m'aligne ici, donc voilà, avec l'axe 18, ouais. Et je fais un roulage de basse vitesse. Le record d'hier a été battu. 35 minutes en l'air. Mais peut-on déjà conclure que le pari est gagné? L'avion tiendra-t-il 8 heures au-dessus de la mer? Le bilan, il sera fait quand on sera posé à Bizerte. Pour l'instant, le bilan, c'est que ça avance bien, qu'on est on est à peu près dans le timing, que l'avion est beau, qu'il vole bien. Mais très bon vol, ça comporte très bien. L'avion, ça comporte très bien. Bon, ben bravo, bonjour. Merci. Je fais la bise. Merci. Ouais, je suis très content. Ouais. Bien. Ça se passe très bien. C'est vrai? Ça se passe très bien. Salut. Bonjour. Avoir appris à entoiler un avion comme celui-là, voilà, c'est quand même super. Quand on voit le résultat, la transparence que ça donne en l'air, magnifique. Quoi. Enfin, et vraiment de grands moments de partage, d'amitié. On a vraiment soudé des amitiés, des liens, et c'est qu'un début. Une dizaine d'années après la mort de Garros, est construit un stade à Paris pour la revanche de la Coupe Davis gagnée par la France et les 4 mousquetaires, Lacoste, Borotra, Cochet et Brugnon. Le propriétaire céda le terrain à la condition qu'il porte le nom de son ami Roland. À la veille de l'ouverture du célèbre tournoi du Grand Chelem, une drôle de bestiole arrive sous une pluie battante. Elle semble avoir perdu ses ailes. Elle descend lentement dans les entrailles du musée dédié au tennis, où elle va être exposée pendant la quinzaine des compétitions. Merci François. Attention, il y a un trou là. Sur le trou, hein. Moins d'un siècle après son exploit, le sentier aérien qu'avait tracé Garros est devenu une autoroute de l'espace. L'aviation aura permis à ce petit bout de France qu'est l'île de la Réunion, perdue dans l'océan Indien,
de se rapprocher de la métropole que Roland Garros, en son temps, avait su séduire et conquérir. Il revendiquait son origine réunionnaise. Il a toujours mis en avant qu'il était créole de la Réunion, que ses racines étaient ici. Et nous, ici, je dirais que sa gloire retombait un petit peu sur tous les Réunionnais. Oui, il y a un cousinage éloigné, mais il existe. Il existe.